Bonsoir. Si vous prenez une map monde, une carte de notre globe terrestre, vous constatez que les continents peuvent presque s'emboîter les uns les autres, comme les pièces d'un puzzle. L'exemple le plus net, c'est l'emboîtement possible entre l'Amérique du Sud et le continent africain. Alors, à l'aide de cartes en mouvement, je vais vous raconter l'histoire de notre globe terrestre. À partir d'un continent unique qui s'appelait la Pangée, il y a environ 250 millions d'années, se sont formés les continents que nous connaissons. Ils se sont fractionnés, ils ont lentement dérivé pour aboutir à cette carte du monde dont nous sommes familiers aujourd'hui. Voilà notre globe terrestre il y a à peu près 300 millions d'années, c'est-à-dire à la fin de l'ère primaire. Notre Terre n'a pas encore les contours que nous lui connaissons aujourd'hui, et il n'existe alors qu'un seul continent qu'on appelle la Pangée. Cette masse continentale unique est entourée par un océan unique qu'on appelle Pantalassa et qui est sans doute l'ancêtre de l'océan Pacifique. Vous voyez ce continent unique, donc la Pangée, elle est séparée en deux par une sorte de golfe, une mer en eau peu profonde qu'on appelle la Tétis. Au nord de la Tétis, la Laurasie, au sud de la Tétis, le Gondwana. On voit assez bien que la Laurasie rassemble les futures Amérique du Nord et Eurasie, et que le Gondwana rassemble les futures Amérique du Sud, Afrique, Antarctique, Madagascar, Australie, péninsule arabique et l'Inde. Quittons l'ère primaire, puisque c'est au début de l'ère secondaire, donc vers 250 millions d'années, que l'on voit au nord lentement s'ouvrir la Tétis, qui va séparer la Laurasie du Gondwana. On voit apparaître le canal du Mozambique, qui va peu à peu séparer Madagascar de l'Afrique orientale, puis tout un bloc australo-indo-malgache, qui se dissocie du bloc constitué de l'Amérique du Sud et de l'Afrique d'une part, et du bouclier antarctique d'autre part. Et c'est vers 140 millions d'années que le bloc australo-indo-malgache se sépare en trois éléments, donnant alors naissance à l'océan Indien. On voit quelques millions d'années plus tard, toujours dans l'ère secondaire, un écartement des Amériques par rapport à l'Afrique et à l'Europe. Et c'est cet écartement qui va former l'océan Atlantique. L'Amérique du Sud et l'Afrique se disjoignent il y a à peu près 110 millions d'années, et l'Amérique du Nord se sépare progressivement de l'Eurasie. Ces dérives continentales, lorsque les continents entrent en collision, donnent naissance à des chaînes de montagnes comme la cordillère des Andes en Amérique du Sud ou les Alpes en Europe. Arrêtons-nous un instant à cette phase de la formation du globe. L'ère secondaire, vous l'avez compris, est une période active pour la dérive des continents, mais elle est importante à retenir aussi pour comprendre l'évolution des espèces animales. Parce que c'est pendant l'ère secondaire que se développent les reptiles et qu'apparaissent les premiers dinosaures. Les mammifères et les oiseaux ne s'épanouiront qu'au tertiaire, après l'extinction des dinosaures. Au cours du tertiaire, le globe terrestre commence déjà à ressembler à celui que nous lui connaissons. On commence à reconnaître l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, même si le Groenland est encore en partie soudé à l'Amérique du Nord et aux îles Britanniques. Les deux Amériques ont donc une histoire relativement indépendante l'une de l'autre, et on repère cela d'ailleurs très bien dans la faune, puisque le continent sud-américain a conservé une faune archaïque, par exemple avec des marsupiaux, des tatous, des fourmiliers, que l'on ne retrouve pas en Amérique du Nord, alors qu'on les retrouve aujourd'hui en Australie et à Madagascar. Regardons maintenant l'Asie. Vous voyez, ce continent a encore une forme insolite au tertiaire, parce que l'Inde est toujours séparée du Gondwana, elle n'a pas encore rejoint l'Asie. Alors elle va venir s'y souder vers 25 millions d'années avant, percutant alors le socle du Tibet, ce qui a abouti à la montée, on dit la surréction, de l'Himalaya, donnant ainsi au continent asiatique son visage presque actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mont Everest continue à s'élever chaque année, encore aujourd'hui, de 2 à 3 cm par an, parce que la plaque indienne poursuit sa poussée sous le continent asiatique. Pendant ce temps-là, à l'est comme à l'ouest, la Tétis évolue vers la fermeture. Nous sommes à la fin de l'ère tertiaire, l'Afrique et la péninsule arabique viennent se souder à l'Europe par les deux extrémités. Cette gigantesque mer, désormais fermée sur elle-même, voit son niveau s'abaisser presque jusqu'à l'assèchement. Et c'est alors que survient, il y a près de 5 millions d'années, l'ouverture d'une faille qui sera le futur détroit de Gibraltar et qui va à nouveau combler cette cuvette.
Les rivages de la Thétis deviennent alors peu à peu ceux de la Méditerranée que nous connaissons aujourd'hui. C'est au cours de cette même période que la mer Rouge vient séparer l'Afrique de la péninsule d'Arabie. La célèbre Rift Valley en Afrique commence à s'ouvrir. De l'autre côté de l'océan Atlantique maintenant formé, les deux Amériques se rejoignent. Et cette soudure, qui va former plus tard l'isthme de Panama, va autoriser les grandes migrations de la faune qui seront encore freinées plus au sud par la barrière désertique du Mexique. C'est pendant cette période que l'on voit apparaître des hominidés avec les australopithèques, dont des ossements vieux de 4 millions d'années ont été découverts dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. La célèbre Lucie vient en effet de là. Voilà, nous sommes à la fin de l'ère tertiaire, c'est-à-dire il y a près de 2 millions d'années. Notre Terre a sa physionomie actuelle, mais elle reste en pleine évolution. La dérive des continents se poursuit, les plaques continentales continuent de bouger. Alors faisons pour finir un petit peu de fiction en poursuivant le raisonnement applicable à partir de la dérive des continents. Ainsi, nous allons pouvoir visualiser à quoi pourrait ressembler notre Terre dans quelques millions d'années. Si les mouvements des continents mis en évidence par la tectonique des plaques se poursuivent à leur rythme actuel, on devrait assister à un mouvement des Amériques vers l'ouest, de l'Australie vers le nord, une plus grande ouverture de la mer Rouge et à la séparation de la corne de l'Afrique du reste du continent par l'ouverture des rifts africains. Alors vous le voyez, notre Terre est en perpétuelle évolution. Et la connaissance de cette évolution est importante parce qu'il s'agit d'une terre, après tout, sur laquelle nous vivons, que nous cultivons, et où nous avons construit sans cesse des villes. Ces mouvements provoquent des explosions volcaniques, du Pinatubo aux Philippines par exemple, les tremblements de terre à San Francisco, à Kobe au Japon, en Turquie, en Algérie, avec les conséquences que l'on connaît. Or, ce savoir, en fait, est assez récent. On le doit à un scientifique allemand, un géophysicien, qui s'appelle Alfred Wegener, et qui, le premier, avait émis l'hypothèse qu'il existait un continent unique, qui se serait peu à peu morcelé. C'est Wegener, le premier, qui a émis la théorie de la dérive des continents, et il faudra attendre les années 60 pour que les idées de Wegener soient reprises et intégrées à la théorie de la tectonique des plaques, les mouvements des plaques terrestres et marines. Alors comment fonctionne cette dérive des continents ? Pourquoi ces tremblements de terre, dont la gravité des conséquences augmente avec l'emprise grandissante de l'homme sur la Terre ? Eh bien évidemment, les cartes aident à comprendre. Voici le planisphère où sont représentés les 6 continents. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et l'Antarctique. Ces continents et les océans reposent sur des plaques qui se répartissent sur l'ensemble de la surface du globe terrestre. On voit du nord au sud la plaque nord-américaine, la plaque euro-asiatique, la plaque sud-américaine, l'africaine, l'australo-indienne, la plaque pacifique et la plaque antarctique. Regardez ces plaques, que sont-elles exactement ? Si on prend une coupe de la Terre, on constate que ces plaques constituent ce qu'on appelle la lithosphère, c'est-à-dire la partie externe de la croûte terrestre. Ces plaques sont rigides et relativement froides, mais elles reposent sur un milieu plus dense, visqueux, plus chaud du manteau terrestre qu'on appelle l'asténosphère. Eh bien, c'est sous l'effet de lents mouvements au sein de l'asténosphère que les plaques lithosphériques qu'on vient de voir se déplacent les unes par rapport aux autres. Il y a plusieurs types de déplacements entre les plaques. Vous voyez s'allumer sur la carte de grandes chaînes de montagnes sous-marines, culminant entre 2000 et 3000 mètres, et qui forment le point de rencontre entre deux plaques. On les appelle des dorsales médio-océaniques. Eh bien, c'est là, au cœur de ces dorsales sous-marines, que l'on observe le mieux le phénomène moteur de la théorie de la tectonique des plaques, c'est-à-dire l'expansion des fonds océaniques. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Regardons cette coupe. Vous voyez du magma venu du manteau terrestre qui remonte au milieu de la dorsale, il se refroidit et constitue alors une nouvelle croûte océanique. De part et d'autre de la dorsale, cette croûte océanique nouvellement formée se déplace en poussant les fonds les plus anciens et en écartant les plaques les unes des autres. Ce processus s'appelle accrétion et il explique le renouvellement de la croûte terrestre. C'est d'ailleurs de cette façon que s'est formé l'océan Atlantique.
Cette expansion est d'ailleurs constante. Elle est évaluée à 3 ou 4 cm par an pour l'Atlantique Nord et à près de 10 cm par an pour l'océan Pacifique. Pourtant, cette création continue de croûte terrestre ne provoque pas d'augmentation du volume de la Terre. Le rayon de la Terre est constant. S'il existe des zones en expansion, c'est qu'il doit donc exister aussi des zones de destruction, c'est-à-dire des régions où les plaques se rapprochent ou se chevauchent. Alors justement, prenons un second exemple pour comprendre. Le point de contact entre les plaques pacifiques et sud-américaines va nous permettre de mieux comprendre. La rencontre, la convergence de ces deux plaques se traduit par le phénomène de subduction. C'est-à-dire que les deux plaques se chevauchent et que celle située en dessous plonge dans la sténosphère, où elle se réchauffe, fond et se transforme elle-même en nouvelle asténosphère. Cette zone de contact est caractérisée par des séismes puissants de profondeur variable. Lorsque le contact se produit entre deux plaques océaniques, un arc insulaire volcanique apparaît sur la plaque chevauchante. C'est le cas par exemple sur l'arc des îles Mariannes dans le Pacifique. Mais si ce sont deux plaques continentales qui entrent en collision, le raccourcissement de la croûte terrestre forme une chaîne de montagnes. Vous voyez par exemple cette modélisation qui montre la formation de l'Himalaya lors de la collision entre l'Inde et l'Asie il y a 25 millions d'années. Et le point de jonction entre deux plaques convergentes est toujours matérialisé par des fosses sous-marines qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. La majeure partie de ces fosses jalonnent d'ailleurs le tour de l'océan Pacifique. Il s'agit d'une véritable ceinture de feu parsemée de volcans qui englobe le Japon, les côtes sibériennes et court de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Enfin, rendons-nous en Californie maintenant pour voir le point de contact entre la plaque nord-américaine et la plaque pacifique. C'est là que se trouve la longue faille de Sant Andreas. Elle est née du frottement des deux plaques l'une contre l'autre, un tel glissement provoquant de nombreuses fractures. Ces déplacements des plaques les unes par rapport aux autres sont essentiels pour comprendre les éruptions volcaniques et l'activité sismique de notre globe terrestre. À l'intérieur des plaques elles-mêmes, il y a peu de tremblements de terre, peu d'activité sismique, mais les marges de ces plaques sont les zones actives sismiquement. Si nous superposons à notre planisphère les principales zones sismiques, on voit bien qu'elles se superposent clairement aux limites des plaques lithosphériques. Si le Japon, la Californie, l'Italie, la Turquie subissent une activité sismique et volcanique assez forte, c'est parce qu'ils sont situés à la limite de deux plaques et qu'ils sont donc très vulnérables. Mais il existe aussi des volcans en plein milieu de certaines plaques. Leur présence résulte en fait de l'activité de ce qu'on appelle des points chauds. Ce sont des remontées de magma profond qui, lors de leur ascension vers la surface, percent cette surface rigide des plaques et forment des volcans en surface. Le point chaud est fixe, alors que le plancher, lui, il bouge. On peut donc avoir des alignements successifs de volcans d'âge croissant. Le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est la chaîne des îles Hawaï. Cet archipel est en réalité l'extrémité émergée de la plus longue chaîne de volcans de notre globe, plus de 90 volcans. Et elle s'étend à partir de la presqu'île du Cap Chapka. C'est là une parfaite illustration du déplacement du plancher océanique. Alors vous le voyez, les marges de ces plaques sont des zones à haut risque naturel et leur étude est primordiale pour anticiper les risques d'éruptions volcaniques ou de tremblements de terre. Le séisme de Kobe au Japon en 1995 a montré que la connaissance des risques sismiques devait servir avant tout à la prévention, c'est-à-dire à la prise en compte du respect de très strictes normes parasismiques dans la construction des villes. Car dans le cadre du Japon, on a l'addition et de zones à forte sismicité et de zones très densément peuplées. On a à peu près les mêmes paramètres pour la Turquie ou pour l'Algérie, par exemple, où les tremblements de terre ont des conséquences économiques, politiques et évidemment surtout humaines. Alors vous le voyez, l'enjeu de la compréhension de la tectonique des plaques, de la dérive des continents, dépasse de loin le seul domaine scientifique.